chers amis internautes, bonsoir. C'est une émission avec un invité absent que je vous présente ce soir, ce qui n'est pas commun. Jusqu'à tout à l'heure, j'étais en proie à une grande inquiétude car depuis plusieurs jours, mon invité, Hubert Van Toren de Montal, était injoignable. Personne n'arrivait à le joindre, ni ses proches, ni son avocat. Et lorsque vous connaîtrez son histoire, vous comprendrez que cette inquiétude était justifiée. J'ai cependant pu lui parler tout à l'heure, il y a 2 heures, il m'a rassuré, mais il ne peut se joindre à nous pour des problèmes, cette fois-ci, de connexion Internet. Alors, certains d'entre vous le connaissent déjà, qui comprendront mon inquiétude, et pour ceux qui ne le connaissaient pas, je vais vous résumer la situation. Hubert Van den Toren de Montal était loueur de matériel frigorifique. Propriétaire d'une entreprise florissante, il dépose un brevet pour l'invention d'un caisson réfrigérant. Jusque-là, tout va bien. Il porte plainte à la suite du vol de son brevet par une entreprise concurrente. Mais voilà, le voleur a des connaissances bien placées et haut placées. La vice-présidente du tribunal de Béziers, qui est l'épouse de l'avocat général à la cour d'appel de Montpellier et qui tente de s'ingérer en faisant pression avec ses relations. Hubert, qui demandait simplement à la justice de défendre ses droits, se heurte alors à la pieuvre, comme il la nomme, c'est-à-dire la corruption mise en place par ce couple infernal. Il y dévoile des affaires immobilières frauduleuses sur l'Hérault, mais aussi en Camargue. Le couple de magistrats tentera de construire sur l'inconstructible. Des échanges avec les uns, il utilise les autres, l'argent s'invite au milieu. Lui, Hubert Van der Toren, sa famille, son avocat sont menacés par les armes. Ses camions, ses locaux sont brûlés. Il est de plus victime de cambriolage pour voler ses dossiers. 26 plaintes sont lancées contre lui pour le faire taire. Plaintes qui n'ont jamais été recevables puisqu'il n'a rien fait. Sa plainte à lui sera en revanche recevable pour être entendue par les juges du Conseil supérieur de la magistrature de Paris. Depuis, cet homme a tout perdu. Son emploi, son entreprise, sa famille, ses relations. Et depuis plus de 15 ans, il se bat, victime de réseaux criminels, mafieux et maçonniques, impliquant et mettant en cause, alors accrochez-vous, 19 membres du grand banditisme et du MIL, le Mouvement Initiative et Liberté, qui ont agi sur ordre de 2 mafieux de Béziers. Alors, je ne donnerai aucun nom ce soir. Quand Hubert viendra dans une prochaine émission, il le fera lui-même. Ces 2 mafieux de Béziers sont les 2 accusés d'Hubert. 19 membres donc du grand banditisme et du MIL, 31 membres du MEDEF, dirigé par un de ces sus non nommés et pas nommés, 4 policiers ripoux du commissariat de Béziers qui ont agi sur ordre de 2 magistrats identifiés pour les protéger, ces 2 magistrats ainsi que le président du MEDEF de Béziers et son fils, qui sont mis en cause, les 2 derniers, là, mis en cause pour complicité par instigation de destruction de biens d'autrui, complicité par instigation de menaces de mort, de subordination de témoins, de complicité par instruction de pression, menace, intimidation et subordination, participation également à une association de malfaiteurs. Il y a aussi un gendarme ripoux sur ordre du juge d'instruction pour protéger ces 2 individus par des méthodes d'évitement, 38 magistrats corrompus, francs-maçons, sur ordre des hautes instances judiciaires et maçonniques qui ont orienté les décisions de justice dans le but de disculper ces 2 individus malgré des preuves accablantes. 3 ministres de la Justice de l'Intérieur pour non-dénonciation de crimes et de délits,
complicité de crime ayant agi en bande organisée. C'est pas fini. 2 juges de la Chambre suprême de justice maçonnique du Grand Orient, chargés par le grand maître du Grand Orient de proposer 3 500 000 € à 4 millions d'euros pour cesser de poursuivre en justice les 2 individus, ainsi que plusieurs magistrats et ministres, et que cesse la médiation qui salue la franc-maçonnerie. Au total, 98 individus sont identifiés dans cette affaire. Hubert, depuis 15 ans, a écrit 3 livres. Il multiplie les interviews et les vidéos YouTube. Il a créé sa chaîne YouTube et je vous invite à la visionner. Vous la trouverez facilement sous son nom, Hubert Van Toren de Montal. Le dernier courrier que j'ai reçu, alors j'ai reçu le dernier courrier, c'est tout ça, hein. Le dernier recto verso. Le dernier courrier que j'ai reçu d'Hubert à mon nom date du 23 février 2026, c'est-à-dire il y a un mois, auquel il joint toutes les pièces justificatives de son dossier. Nous le détaillerons en sa présence lors de la prochaine émission. Avant l'audience, la dernière audience du 16 octobre 2025, Hubert avait demandé que les magistrats membres de la franc-maçonnerie se déportent ou se récusent pour être remplacés par des magistrats intègres, indépendants et impartiaux qui ne soient pas membres d'une quelconque loge maçonnique. La présidente a accepté sa demande, raison pour laquelle l'audience a été reportée au 19 mars 2026, c'est-à-dire il y a 8 jours. Dans le courrier qu'il adresse à son avocat, Hubert énumère des faits nouveaux qui confirment l'implication de la maçonnerie au plus haut niveau, mais aussi la culpabilité des 2 accusés qui doivent répondre de leurs actes et des 9 chefs d'accusation, plus les 6 chefs d'accusation précédents, sachant qu'ils encourent pour ces 15 chefs d'accusation chacun 10 à 20 ans de prison, pour lesquels ils sont convoqués, ou ils étaient convoqués, le 19 mars 2026. Alors, dans son appel téléphonique de tout à l'heure, Hubert m'informe que l'audience s'est déroulée dans un climat sans agressivité et que la présidente, qui fait partie de la franc-maçonnerie, a bien été remplacée. Mais depuis 8 jours, il a de nombreux éléments nouveaux et il nous en parlera donc la prochaine fois, puisqu'il a passé tout son temps, là, depuis 8 jours, à rédiger des courriers avec ces fameux éléments nouveaux. Pendant l'audience, qui donc s'est déroulée il y a 8 jours, la conversation entre les avocats a mis en évidence des ressemblances avec l'affaire Athanor. Vous savez qu'elle n'a pas encore commencé, elle va bientôt se passer et il est prévu 3 mois de procès. Alors, depuis la semaine dernière, Hubert Van Toren passe son temps à écrire d'autres lettres et il m'a indiqué que la 3e lettre, très pertinente, il nous la communiquera quand il aura envoyé mercredi prochain, m'a-t-il dit. Dans cette lettre, il donne les noms de 2 magistrats sur les 38 qu'on a évoqués tout à l'heure, qui s'avèrent en plus être pédophiles. Et il s'agit de 2 anciens procureurs de Béziers. Et il donne dans sa lettre également les coordonnées des victimes. Donc ça va faire grand bruit encore. Mais tout ça, il vous le racontera dans une prochaine émission, qu'il honorera de sa présence, bien sûr, et dans laquelle il nous communiquera le résultat de ses dernières démarches. Alors, en attendant cette prochaine émission, nous allons vous diffuser une courte vidéo d'une dizaine de minutes dans laquelle Luigi de Magistris, ancien magistrat et ancien maire de Naples, commente le lien présumé entre la mafia et la franc-maçonnerie. Notez que cette vidéo vient d'un site maçonnique. Restez avec nous, ça dure 10 minutes et je vous retrouve tout de suite après la vidéo. Dans cette interview exclusive, nous abordons des sujets brûlants et de grande importance avec Luigi de Magistris, ancien magistrat et maire de Naples, connu pour sa lutte contre la criminalité organisée et son opposition ferme au pouvoir en place.
De Magistris a consacré une grande partie de sa carrière à combattre la Ndrangheta et ses infiltrations dans les institutions, se heurtant à des réseaux de pouvoir occultes, y compris la franc-maçonnerie déviante et les élites influentes qui opèrent dans l'ombre. Grâce à son expérience directe en tant que magistrat de première ligne et à sa vision politique, De Magistris nous offre une perspective unique sur la manière dont ces phénomènes s'entrelacent et menacent la démocratie en Italie. Au cours de cette interview, nous discuterons de son engagement dans la lutte contre ces forces obscures et de son point de vue sur la manière de les contrer efficacement. Votre expérience en tant que magistrat a révélé des liens entre la Ndrangheta, la franc-maçonnerie déviante et les pouvoirs en place. Selon vous, ces connexions remontent-elles loin dans le temps et sont-elles encore profondément enracinées aujourd'hui? En Italie, très peu de magistrats ont enquêté sur les relations entre la Ndrangheta, la franc-maçonnerie déviante et les pouvoirs en place. Les connexions remontent certainement à loin, au moins aux années 1970, et aujourd'hui, elles sont plus enracinées que jamais. Nous sommes en pleine criminalité institutionnelle et la Ndrangheta est camouflée jusqu'au cœur de l'État, grâce notamment à l'œuvre de la franc-maçonnerie déviante. Avec mes enquêtes entre 1996 et 2008, nous avons reconstruit l'existence des masso-mafies, où la bourgeoisie mafieuse a assumé un rôle central. En 1993, Giuliano Di Bernardo a remis les listes des francs-maçons au juge Cordova. Pensez-vous que cet acte a réellement influencé le système de pouvoir en Calabre ou qu'il n'a fait fleurer la surface? La remise des listes par le grand maître du Grand Orient d'Italie, Giuliano Di Bernardo, a été utile, mais uniquement pour révéler la surface de la franc-maçonnerie officielle. Pensez-vous que l'influence de la franc-maçonnerie déviante sur la politique et l'économie est encore très présente dans les institutions italiennes? Quels secteurs considérez-vous comme les plus vulnérables à ces infiltrations? Plus présentes que l'on pourrait l'imaginer. La franc-maçonnerie déviante et les masso-mafies sont partout. Politiquement, elles opèrent de manière totalement transversale, bien qu'il existe un lien noir criminel historiquement très fort avec l'extrême droite néofasciste. La franc-maçonnerie déviante peut aussi se présenter comme écologiste si cela sert à faire des affaires et à consolider le pouvoir. On constate une influence très forte dans le contrôle des dépenses publiques, des flux d'argent public européens, national et régional. Dans l'économie, la présence maçonnique est très forte, surtout dans les secteurs stratégiques pour le pays. La franc-maçonnerie déviante agit toujours pour créer des relations étroites et opaques entre le public et le privé. Mais là où l'action des loges occultes est également impressionnante, c'est dans les appareils de contrôle, magistrature, forces de police, forces armées, services secrets. Pas de pommes pourries, mais un verger contaminé. L'objectif des francs-maçonneries déviantes est de conditionner les institutions démocratiques, de prendre des décisions dans des lieux autres et de les ratifier dans les enceintes institutionnelles. Un véritable gouvernement occulte de la République qui opère au moins depuis la fin des années 1960 et qui est aujourd'hui plus fort que jamais. Pour neutraliser les serviteurs honnêtes de la République, ils n'utilisent plus le TNT, mais la légalité formelle et les balles institutionnelles. Au cours de vos enquêtes, avez-vous jamais ressenti des tentatives de sabotage de la part de représentants des pouvoirs en place liés à la franc-maçonnerie déviante ou à des organisations criminelles comme la Ndrangheta? Comment faites-vous face à ces pressions? Les enquêtes les plus délicates dont j'étais responsable, où nous reconstruisions le système criminel masso-mafioso, ont été entravées et sabotées de l'intérieur de l'État, au plus haut niveau, y compris au sein de la magistrature. La Ndrangheta de type traditionnel est subordonnée à la criminalité institutionnelle des pouvoirs occultes qui ont un pouvoir dévastateur, arrivant partout. La franc-maçonnerie déviante et la Ndrangheta de dernière génération ne font désormais qu'un. Nous sommes à la reductio ad unum. J'ai été isolée et attaquée avec un niveau d'agression institutionnelle sans précédent, au point de constituer une sorte de coup d'État institutionnel qui a conduit à la destruction de magistrats, d'agents et d'officiers de police judiciaire, de consultants, de témoins, de journalistes. L'artillerie de feu pour nous anéantir était entièrement institutionnelle. Isolement institutionnel, interrogation parlementaire, inspection administrative, plainte, poursuite disciplinaire, civile et pénale, campagne de presse, balles de calibre 38 de style piduiste.
un harcèlement des pouvoirs en place et de la franc-maçonnerie occulte. J'ai affronté la trahison de morceaux de l'État avec courage, force de volonté, amour pour la justice et un profond sens de l'État, sans peur. Dans un récent article sur le fascino de la Santa et les loges paramafieuses, il apparaît que ces loges clandestines jouent un rôle central dans le maintien du pouvoir de l'Ndrangheta. Pensez-vous qu'il existe encore une Santa opérative avec une structure organisée? Et comment l'État peut-il combattre un réseau aussi puissant et invisible? Il a toujours existé dans le monde de la franc-maçonnerie déviante et des loges occultes, de Gladio à la P2 jusqu'à la Calabre, un niveau supérieur, avec un degré de confidentialité absolue, où les mafias, les franc-maçonneries déviantes et des morceaux de l'État se soudent de manière encore plus forte. Pour combattre cela, l'État doit avoir des soldats capables de vouloir et de pouvoir le faire, car il y a un prix à payer. Il faut des personnes préparées et incorruptibles, capables d'enquêter de manière autonome et indépendante. Selon votre expérience, dans quelle mesure la Ndrangheta et la franc-maçonnerie déviante collaborent-elles pour s'infiltrer dans les institutions démocratiques? Quel rôle jouent les secteurs financiers et entrepreneuriaux dans cette dynamique? Souvent, la Ndrangheta et la franc-maçonnerie ne font qu'un, surtout lorsqu'on atteint les niveaux les plus élevés, où les fils à haute tension se rejoignent. C'est là que se fait la jonction entre la franc-maçonnerie déviante et la Ndrangheta de dernière génération. Plus qu'une infiltration, ils visent désormais à être l'État. Ce n'est plus la saison des collusions. Un saut de qualité a été fait. Entrée au cœur de l'État. Prédicateurs, intermédiaires, grands groupes industriels, entreprises de premier plan jouent un rôle clé dans ce système criminel. Car dans ce système de pouvoir, ils assument un rôle dominant et privilégié au détriment des entrepreneurs honnêtes qui sont en dehors du système. Plus de libre concurrence, c'est un oligopole qui se consolide avec les protections du système, frappant les entrepreneurs honnêtes et protégeant le système. À la lumière de vos enquêtes, pensez-vous qu'il existe un lien entre la criminalité organisée calabraise et les circuits maçonniques internationaux, ou est-ce un phénomène limité à la sphère italienne? Je suis au courant de liens internationaux, ce n'est absolument pas un phénomène limité à la sphère italienne. Lorsque l'enquête Why Not m'a été retirée, dont le cœur était précisément les francs-maçonneries déviantes et leurs liens avec les pouvoirs, nous travaillons sur certains noms qui étaient au sommet de la franc-maçonnerie nationale et internationale. À quel point est-il difficile pour un magistrat ou pour les forces de l'ordre de contrer la collusion entre les pouvoirs en place et la Ndrangheta, sachant que ces réseaux ont souvent accès à des informations confidentielles et à des protections puissantes. Ce sont des enquêtes extrêmement difficiles, car l'ennemi est juste à côté. Aux gardes affectés à ma sécurité, je disais d'être tranquille lorsque nous étions à l'extérieur du palais de justice, mais de faire très attention à l'intérieur du palais, car certains commanditaires et exécutants de mon assassinat professionnel se trouvaient surtout à l'intérieur. Il faut penser que l'un de mes traîtres les plus inqualifiables a été le procureur en chef du bureau où j'exerçais les fonctions de procureur, qui, au lieu de me protéger, m'a poignardé dans le dos. Cependant, ce sont des enquêtes nécessaires, car en travaillant sur ces dossiers, on peut reconstituer des événements troublants pour la survie même de l'État de droit. Sans vérité et justice, nous ne sommes pas une démocratie. Quels instruments législatifs ou institutionnels estimez-vous nécessaires pour affronter de manière plus efficace le problème de la franc-maçonnerie déviante et de sa collusion avec le crime organisé? Il faut renforcer la législation qui a introduit en 1982, après le scandale de la P2, le délit d'association secrète. Les peines doivent être augmentées et la qualification criminelle doit être mieux spécifiée. Et ensuite, il ne faut pas toucher à l'autonomie et à l'indépendance de la magistrature. Sinon, il sera impossible d'enquêter dans cette direction. Ce n'est pas un hasard si la dépendance du procureur du pouvoir exécutif était l'un des points centraux du plan de renaissance démocratique de la loge Propaganda 2. Et aujourd'hui, le gouvernement Meloni semble sur le point de compléter ce plan. Au cours de votre parcours politique et institutionnel, avez-vous déjà eu l'impression que certains pouvoirs invisibles tentaient de contrôler ou d'influencer certaines décisions pour maintenir le statu quo de ce système de pouvoir parallèle? Ce n'est pas une impression, c'est une certitude. L'Italie est une démocratie formelle, mais non substantielle. Des pouvoirs occultes, également étroitement liés aux services secrets étrangers, pour ne pas remettre en question le pacte atlantique, sont ceux qui gouvernent en fait
et désormais aussi formellement le pays. Dans les organes constitutionnels, on ratifie les décisions prises dans les cercles de la franc-maçonnerie déviante. Compte tenu du poids du crime organisé et de la franc-maçonnerie déviante en Calabre, quel espoir voyez-vous pour un changement réel? Par où devrait commencer la lutte pour éradiquer ces phénomènes? On pourrait être pessimiste, car ils ont réussi à atteindre le cœur de l'État. Cependant, il ne faut pas abandonner. Il y a des serviteurs de la République honnêtes, compétents et courageux qu'il ne faut pas laisser seuls. Il faut une révolution culturelle, une rébellion des consciences, une prise de conscience de la centralité de la question morale dans notre pays. Il faut créer une connexion entre les gens qui doivent pouvoir connaître et vouloir apprendre, et les femmes et hommes des institutions loyaux et fidèles à la République. Il faut miser sur la crédibilité des personnes et des faits pour vaincre la puanteur du compromis moral et faire entrer le parfum frais de la liberté. Mafieuse qui est originaire de Calabre et fondée en 1860, aujourd'hui considérée comme la mafia la plus puissante et la plus riche du monde, générant un chiffre d'affaires annuel estimé entre 40 et 60 milliards d'euros. Alors, vous avez écouté cette vidéo avec intérêt, je pense, et qui nous dit bien qui confirme que les constitutions des pays ratifient les décisions qui sont prises en loge et que pour lutter contre ça, on compte sur les personnes honnêtes. Il faut renforcer la législation et maintenir l'indépendance de la magistrature, ce qui n'est pas une petite affaire. Alors, si la franc-maçonnerie, à l'origine, est une institution philosophique et fraternelle dont les principes incluent la promotion des valeurs telles que la tolérance, l'éthique, l'amélioration de l'individu et de la société, c'est ce pourquoi la plupart des gens entrent en maçonnerie. Au fil des décennies, certaines branches de la franc-maçonnerie dite déviante, comme on vous l'a expliqué dans la vidéo, ont été impliquées dans des scandales de corruption, de collusion avec les forces criminelles et d'abus de pouvoir. La franc-maçonnerie déviante désigne ces loges ou bien des membres qui utilisent l'infrastructure maçonnique pour des activités criminelles ou illégales. Cela peut inclure la manipulation des processus judiciaires, des contrats publics et des affaires politiques. Ces pratiques dénaturent les idéaux originaux de la franc-maçonnerie et créent des réseaux clandestins de pouvoirs parallèles. C'est exactement ce dont est victime notre ami Hubert van den Toren. Et ceci est bien illustré par la loge P2, dont vous avez sûrement entendu parler. C'est un des exemples les plus notoires de franc-maçonnerie déviante. C'est la Propaganda Doux et la loge P2, donc, qui a été impliquée dans des scandales politiques, économiques et criminels en Italie dans les années 70 et 80. Et bien que P2 ait été dissoute, elle symbolise bien la manière dont les loges maçonniques peuvent être manipulées par des forces criminelles et corrompues. Plus près de nous, le procès à Tanor qui va se tenir devant la cour d'assises de Paris du 31 mars 2026, là dans quelques jours, au 17 juillet 2026. Et le procès est évoqué par les avocats d'Hubert pour sa ressemblance avec son affaire. Ce procès à Tanor concerne une officine criminelle structurée autour d'une loge nommée Atanor, qu'il s'agit de l'assassinat de Laurent Pasquali en 2018, je ne sais pas si vous vous en souvenez, de tentatives d'assassinat, de projets criminels multiples, de syndicats, élus locaux, etc., et d'associations de malfaiteurs et de réseaux organisés. Cette enquête parle au moins de plusieurs contrats criminels, surveillance, violence, voire exécution. Et ce que la justice va essayer d'établir au cours de ce procès, c'est qui étaient les commanditaires, qui étaient les exécutants, quel rôle a joué la loge à Tanor, est-ce que c'était un simple lieu de rencontre ou une véritable structure facilitatrice. Notons que la loge est fermée depuis 2021. Elle mêle criminalité, réseau d'influence, confusion entre privé, sécurité et renseignement, exactement comme dans l'affaire d'Hubert van den Toren de Montal. Alors, chers amis, la résolution de ces dossiers devrait répondre à la question «
Comment un réseau criminel a-t-il pu se structurer autour de relations issues d'une loge maçonnique? Nous pourrons peut-être y répondre en présence d'Hubert, et ce, dans une prochaine émission. Je vous dis bonsoir et à bientôt. Talk to me. Talk to me.